Jusqu'à une date récente, j'étais professeur de neurologie et médecin des hôpitaux. Et j'avais en charge l'unité neurovasculaire. J'hésite un petit peu parce que c'est vrai qu'actuellement, ma fonction, c'est plutôt le placard. Je suis très très loin de toutes les responsabilités. Je ne suis même plus sur les organigrammes et sur les lettres et les papiers en tête de la neurologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Qu'est-ce qui a généré cette mise au placard? Un conflit qui a pris une ampleur disproportionnée après avoir signalé des dysfonctionnements sur la prise en charge diagnostique de patients urgents et des retards liés à ce que moi j'appelais un détournement des gros équipements lourds d'imagerie, l'IRM, le scanner, vers la clientèle privée, ambulatoire, vers des patients entre guillemets en bonne santé, aux dépens des patients présentant des problèmes d'urgence ou passant par les services d'urgence. On peut vivre des cas aberrants de quelqu'un qui arrive tôt le matin avec un problème urgent, mais comme c'est urgent, il va attendre 20h30 que la machine tourne dans le cadre de la garde et non plus dans le cadre de la routine pour prendre place. Et on peut avoir, j'ai vu Pierre, des journées où on peut avoir de la clientèle ambulatoire privée qui occupait les deux machines de l'époque du matin au soir. Et puis 18h, la journée de travail a été finie pour le radiologue qui avait fait du privé. Il rentrait tranquillement chez lui. Les machines restaient inoccupées de 18h à 20h30. Et c'est à 20h30 qu'on pouvait commencer à s'occuper des urgences. Le système se passe mieux en faisant l'appel directement au SAMU par le 15, où lorsque le SAMU a pris contact avec l'unité neurovasculaire, l'accès à l'IRM est nettement plus rapide, mais on n'arrive très souvent pas à obtenir ce qui serait logique, c'est l'interruption d'un examen en cours pour mettre le patient urgent immédiatement dans la machine, puisqu'on sait que chaque minute qui passe, ce seront des neurones qui vont mourir lorsqu'il y a une situation de mauvaise circulation, lorsqu'il y a un problème vasculaire cérébral. Ça demande du courage d'alerter? Je veux dire que c'est pas bien qu'un homme de 50 ans meure parce qu'on a refusé de lui faire un bilan, que c'est pas bien qu'une femme de 20 ans reste 36 heures sans soins alors qu'elle est paralysée des 4 membres, que c'est pas bien que les parents d'un gamin qui a été mal suivi de la grossesse jusqu'à sa naissance, jusqu'au premier jour de vie, se retrouvent en tôle. Dire à l'hôpital, c'est quand même délirant que les deux machines d'IRM de Haute-Pierre soient fermées entre 18h et 20h30 alors que des urgences vitales attendent. Et il ne faut pas avoir ces interruptions. J'avais pas l'impression de prendre un risque, j'avais pas l'impression d'être courageux, et j'avais surtout pas l'impression de dire quelque chose qui pouvait aboutir à un conflit. Quelles ont été les représailles à votre rencontre? Réellement des représailles très lourdes organisées en collusion par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg avec le président du conseil départemental de l'ordre des médecins. J'ai été convoqué à une réunion de conciliation et cette réunion était un piège organisé avec des documents falsifiés dans des conditions parfaitement illégales. Le jour où j'ai été à cette convocation, en septembre 2013, je suis passé très très près de la radiation de l'ordre. Des menaces de sanctions et des sanctions, puisque je dirais le fait de ne plus avoir de responsabilité, d'avoir été interdit de garde, de ne plus être sur l'organigramme. Classiquement, quand on est professeur dans un hôpital universitaire, la retraite est à 65 ans, avec une prolongation jusqu'à 68 ans. Jusqu'à présent, l'hôpital de Strasbourg ne se presse pas pour accepter cette prolongation, ce qui sera également une forme de sanction. Donc les pressions par le sommet de la hiérarchie administrative, et pour moi de façon très bizarre, dans une collaboration parfaitement illégale avec le conseil départemental de l'ordre, j'en ai eu beaucoup. Les dernières, ça a été des plaintes en diffamation pour lesquelles la direction générale des hôpitaux universitaires de Strasbourg a été déboutée là récemment, en septembre 2015. Mais j'ai eu 2 plaintes en diffamation qui n'étaient que des moyens de pression et de chantage. On m'avait clairement dit que si je
repartais avec l'idée de ne plus jamais me parler, les plaintes seraient retirées et que je retrouverais ma place dans les organigrammes et qu'on recréerait un service spécialement pour moi. Quel regard portez-vous sur ces dernières années où vous vous êtes battu contre votre administration? Je dirais l'arrogance de gens qui se sentent impunis et qui savent qu'ils le resteront. Je vous parlais des faux qui avaient été commis par le président du conseil départemental de l'ordre pour arriver à orchestrer une fausse plainte pour moi qui a failli me radier. Pour moi, ces faux, ils sont délibérément visibles. C'est une menace. C'est une façon de dire essayez pas de crâner. On n'a même pas à faire semblant d'être honnête. On vous emmerde. Vous n'avez pas les moyens de vous opposer à nous. Et ça m'a vraiment impressionné. À plusieurs reprises, j'ai vu cette arrogance de l'impunité. Il faut vraiment être d'une incompétence crasse pour se faire une plainte falsifiée en faisant des erreurs dans les dates. Donc c'est possible, c'est pas plus rassurant. Donc il y a une incompétence effarante au niveau du Conseil de l'ordre, ou c'est une façon de dire on sait bien que vous le remarquerez et on n'en a rien à faire, parce que c'est une façon de vous montrer que quoi que vous disiez, quels que soient les arguments que vous ayez, on sera capable de vous broyer.